Votre médecin ne vous ment pas. Il fait quelque chose de bien plus dangereux. Il vous dit la vérité à moitié. Il vous montre ce qu'il a trouvé. Il ne vous montre pas ce que la découverte va déclencher. Il vous dit qu'un examen a révélé quelque chose d'anormal. Il ne vous dit pas que dans votre situation, à votre âge, ce quelque chose vit peut-être en vous depuis 20 ans sans jamais vous faire de mal, et que l'intervention destinée à le corriger pourrait être la première vraie menace que votre corps ait rencontrée depuis des décennies. Ce silence de 20 secondes, cette omission polie dans un bureau propre et bien éclairé, coûte chaque année des milliers de vies à des gens qui se portaient parfaitement bien le matin où ils ont reçu leurs résultats. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je le dis parce que personne d'autre ne le dira avec suffisamment de clarté pour que vous puissiez vous en souvenir le jour où vous en aurez besoin. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, pas un cas médical, à une vraie personne. Peut-être votre père, peut-être votre voisin, peut-être vous-même il y a quelques années. Une personne qui se levait le matin sans douleur, qui conduisait, cuisinait, riait, qui avait des projets, un jardin à entretenir, des petits-enfants à voir pousser, puis un bilan de routine, puis un résultat anormal, puis une série d'examens, puis une intervention, et puis quelque chose a changé. Pas à cause de la maladie qu'on cherchait, à cause du chemin médical emprunté pour la chercher. Cette trajectoire n'est pas un accident rare, ce n'est pas une négligence. C'est le fonctionnement ordinaire d'un système médical conçu pour l'action, pas pour la prudence. Un système dont les protocoles ont été écrits pour des populations entières, pas pour vous, pas pour votre corps de 71 ans qui a survécu à tout ce qu'il a traversé, pas pour votre histoire personnelle, pas pour vos valeurs, pas pour ce qui compte réellement dans vos journées. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 examens médicaux courants. Des examens prescrits en bonne foi par des médecins compétents dans des cabinets ordinaires. Des examens qui, après 70 ans, peuvent, dans des circonstances bien précises et documentées par la recherche scientifique, provoquer davantage de dommages qu'ils n'en préviennent. Je ne vais pas vous demander de refuser les soins. Je vais vous donner ce que le système ne vous donne presque jamais le temps de recevoir. La compréhension complète de ce qui est en jeu avant que la machine ne se mette en marche. Parce qu'une fois qu'elle est lancée, il est très difficile de l'arrêter. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur le corps humain après 70 ans. Il n'est pas en train de lâcher, il est en train de s'adapter. Des décennies d'usage ont laissé des traces, bien sûr, mais ces traces sont souvent des accommodations, pas des urgences. L'imagerie médicale moderne est si précise qu'elle détecte aujourd'hui des anomalies que les générations précédentes n'auraient jamais su qu'elles portaient et qu'elles ont emportées dans leur tombe à 89 ans sans jamais en souffrir une seule journée. Ce que nous détectons et ce qui nous menace sont deux catégories très différentes. Et la médecine, pour des raisons à la fois légales, institutionnelles et humaines, a énormément de mal à ne pas agir sur ce qu'elle voit. Mais ce n'est pas parce qu'une anomalie est visible qu'elle est menaçante. Et ce n'est pas parce qu'une intervention est possible qu'elle est judicieuse. Le premier examen dont je veux vous parler est la coloscopie de routine. Pas la coloscopie réalisée parce que vous avez des symptômes. Pas celle qu'on effectue parce que votre transit a changé, parce que vous avez saigné, parce que vous avez des antécédents familiaux significatifs. La coloscopie prescrite parce que vous avez passé un certain âge et qu'elle figure dans un protocole. Voilà ce que les recommandations officielles les plus rigoureuses disent d'aujourd'hui. L'organisme américain de référence pour le dépistage, le United States Preventive Services Task Force, recommande officiellement de ne plus pratiquer la coloscopie de routine chez les adultes à risque moyen de plus de 75 ans. Pas parce que le cancer du côlon n'existe pas après cet âge, mais parce que l'équation change radicalement. Voici ce que cette équation contient et qu'on ne vous explique pas dans la salle d'attente. La préparation intestinale requise avant une coloscopie, ce litre et demi de liquide à ingérer pour vider entièrement le côlon, soumet les reins et le système cardiovasculaire à un stress considérable. Chez un adulte de 45 ans en bonne santé, c'est inconfortable. Chez une personne de 78 ans, dont les reins filtrent avec moins d'efficacité, dont le cœur gère les variations de volume sanguin avec moins de réserve, cette préparation peut provoquer une déshydratation grave, une hypotension dangereuse, une chute d'électrolytes capable de déclencher des arythmies. Et tout cela avant même que l'examen ne commence. La coloscopie elle-même comporte un risque de perforation intestinale d'environ 1 cas sur 500. Ce chiffre semble petit, mais posez-vous cette question. Si votre enfant vous disait qu'il monte dans un avion qui a une chance sur 500 de se crasher, vous seriez horrifié. Et une perforation intestinale chez une personne de 78 ans ne ressemble en rien à ce qu'une personne de 50 ans traverserait. Elle peut signifier une opération d'urgence, une stomie temporaire ou définitive, une hospitalisation de plusieurs semaines et une convalescence qui peut durablement altérer l'autonomie. Mais ce qui est peut-être encore plus décisif, c'est ce que la science dit sur la nature même des cancers détectés par coloscopie chez les seniors asymptomatiques. Beaucoup de ces tumeurs évoluent si lentement qu'elles ne causeront jamais le moindre symptôme du vivant de la personne qui les porte.
Vous mourrez à 86 ans d'autre chose, avec ce cancer silencieux dans votre côlon, parfaitement ignorant de son existence, et votre qualité de vie n'en aura jamais été affectée. Mais si on le trouve à 77 ans, le protocole clinique ne sait pas laisser les choses en place. Il sait traiter. Et le traitement, lui, peut très bien vous affecter. Ce que vous pouvez demander à la place? Des tests non invasifs basés sur les selles, comme le test immunochimique fécal annuel. Il détecte les signaux réels sans mettre votre corps à l'épreuve d'une procédure invasive. Si vous avez des symptômes, une vraie question à poser. Si vous n'en avez aucun et que vos précédents examens étaient normaux, une discussion honnête s'impose avant de vous lancer dans une préparation qui pourrait vous envoyer aux urgences avant même d'atteindre la table d'examen. Ce qui vient ensuite va surprendre presque tout le monde, parce que c'est un dépistage qui a sauvé des vies, et que remettre en question sa pertinence après 75 ans ressemble à un paradoxe. Mais restez avec moi, parce que la nuance ici peut littéralement changer votre vie. Le dépistage du cancer de la prostate par le PSA et la mammographie annuelle chez les personnes asymptomatiques à risque moyen après 75 ans soulèvent un problème médical que les chercheurs appellent le surdiagnostic. Et c'est l'un des phénomènes les plus mal compris de la médecine contemporaine. Les technologies d'imagerie et de biologie actuelles sont d'une sensibilité extraordinaire. Elles peuvent détecter des amas cellulaires de quelques millimètres, des groupes de cellules dont certains n'évolueront jamais, qui resteront stables pendant des décennies, qui ne se propageront pas, qui ne produiront aucun symptôme et qui ne figureront dans aucune cause de décès. Le mot cancer, quand il apparaît dans un rapport, déclenche une réaction émotionnelle immédiate et compréhensible. Chez vous, chez votre famille, chez votre médecin. Cette réaction est humaine, elle est puissante. Et elle rend extraordinairement difficile la décision de ne rien faire, même quand ne rien faire est exactement ce que la science recommanderait. Un homme de 79 ans, actif, sans le moindre symptôme urinaire, fait un PSA de contrôle. Le taux est légèrement au-dessus du seuil. Une biopsie confirme un cancer de la prostate de faible grade, à croissance très lente. Son urologue recommande un traitement. Il suit une radiothérapie. Dans les mois qui suivent, il souffre de fatigue persistante, de troubles urinaires, de difficultés sexuelles qui ne disparaîtront pas complètement. Sa vie ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Et son cancer, de l'avis de nombreux experts, n'aurait jamais causé son décès. Il allait coexister avec lui, silencieusement, jusqu'à ce que la vieillesse l'emporte autrement. Des études publiées dans les revues médicales les plus rigoureuses ont montré que pour les femmes de plus de 70 ans, une proportion significative des cancers détectés par mammographie sont cliniquement non significatifs. Le traitement n'améliorait pas leur survie. Il ajoutait seulement des effets secondaires à des vies qui n'en avaient pas besoin. Ce n'est pas un argument contre le dépistage, c'est un argument pour une conversation que vous méritez d'avoir avant que le premier résultat atterrisse sur un bureau. Si on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait concrètement à mon âge, avec mon état général ? Cette question, posée avant l'examen, peut vous éviter une cascade thérapeutique dont le bilan net sur votre qualité de vie serait négatif. Le troisième examen est celui qui laisse les gens le plus silencieux quand je leur en parle, parce qu'il semble tellement raisonnable, tellement responsable. Le test d'effort cardiaque de routine chez les personnes asymptomatiques de plus de 70 ans. Votre médecin vous dit que vous avez passé 72 ans et qu'il serait judicieux de vérifier l'état de votre cœur. Vous montez sur un tapis roulant où on vous injecte un médicament vasodilatateur. L'idée est logique, le cœur est le moteur. Autant s'assurer qu'il tourne bien. Voilà ce que la littérature médicale dit sur ce raisonnement chez les personnes sans symptômes cardiaques. Les taux de faux positifs de ces tests dans les populations asymptomatiques atteignent 40% ou davantage selon les études. 40%. Presque une fois sur deux, le test signale une anomalie qui n'en est pas une. Votre cœur fonctionne bien. Mais le rapport dit autre chose, et la médecine ne peut pas ignorer ce qu'un rapport dit. Elle n'a pas de protocole intitulé « Ignorons ce résultat ». Elle a un protocole qui dit « Examen suivant ». L'examen suivant est le cathétérisme cardiaque. On introduit un cathéter dans une artère du poignet ou de l'aine et on le guide jusqu'à votre cœur sous contrôle radiologique. C'est une procédure sérieuse. Elle comporte des risques propres de saignements, de lésions vasculaires, d'arythmie et dans une fraction non négligeable des cas, elle peut déclencher précisément l'événement cardiaque qu'elle était censée prévenir. Et voici la partie que personne ne vous dit avant que vous ne montiez sur ce tapis roulant. Si le cathétérisme révèle un rétrécissement coronarien partiel, ce qui est extrêmement courant après 70 ans chez des personnes parfaitement asymptomatiques, vous risquez de ressortir avec un stent coronaire, un implant métallique dans votre artère, qui va nécessiter une prise d'anticoagulants à vie, avec leurs propres risques hémorragiques, avec leurs propres contraintes quotidiennes, avec leurs propres interactions médicamenteuses.
Et l'étude Ischemia, l'une des plus grandes études cardiovasculaires de ces dernières décennies, a montré que chez les patients avec une maladie coronarienne stable et sans symptômes significatifs, poser un stent ne réduisait pas les infarctus ni la mortalité par rapport à un traitement médicamenteux seul. Le stent n'a pas fait mieux que le médicament. Mais il a ajouté une procédure invasive, un implant permanent et une médication à vie. Vous êtes entré en bonne santé dans un cabinet pour un bilan de routine. Vous ressortez avec un objet dans votre artère et une ordonnance que vous prendrez jusqu'à la fin de vos jours, sans que votre espérance de vie statistique en soit améliorée d'un seul jour. Si vous n'avez aucun symptôme cardiaque, pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement inexpliqué, pas de malaise à l'effort, la question à poser n'est pas « faut-il faire ce test ?» La question est « que va-t-on faire de ce que ce test trouvera et est-ce que ce qu'on va faire améliorera réellement ma vie ou seulement mon dossier médical ?» Ce que vous pouvez faire à la place qui présente des preuves de bénéfices réels et massifs, marcher 30 minutes par jour, contrôler votre tension artérielle, maintenir votre glycémie, dormir suffisamment. Ces interventions ont des données solides derrière elles. Elles ne génèrent pas de rendez-vous spécialisés, pas de résultats à interpréter, pas de procédures en cascade. Elles donnent juste des années de vie en bonne santé. La quatrième chose dont je veux vous parler est la densitométrie osseuse, suivie d'une prescription automatique de bisphosphonate. Je dois être précis ici pour ne pas être mal compris. L'ostéoporose est réelle. Les fractures chez les personnes âgées sont dévastatrices. Une fracture du col du fémur peut marquer la fin de l'autonomie pour un quart des personnes qui la subissent. Je ne minimise rien de cela. Ce que je questionne, c'est la séquence automatique qui s'enclenche souvent après un résultat d'examen osseux après 75 ans. Un score faible, une prescription de bisphosphonate, une prise médicamenteuse qui dure des années. Sans que personne n'ait posé la question centrale. Les bisphosphonates, pris pendant plusieurs années, ont été associés à un phénomène paradoxal documenté dans la littérature médicale. Les fractures fémorales atypiques. Des fractures spontanées du fémur qui surviennent sans traumatisme significatif, précisément dans l'os qu'on cherchait à protéger. Ces fractures nécessitent dans la grande majorité des cas une intervention chirurgicale. Elles sont rares, mais elles existent, et leur survenue après un traitement censé prévenir les fractures est une ironie que les patients méritent de connaître avant de commencer. Ces médicaments sont également liés à l'ostéonécrose de la mâchoire, une destruction osseuse de la région mandibulaire, douloureuse, difficile à traiter, et pouvant être déclenchée par des procédures dentaires ordinaires. Mais ce qui rend ce sujet encore plus important, c'est ce que la science dit sur la meilleure façon de prévenir les fractures chez les personnes âgées. Ce n'est pas un médicament, c'est la prévention des chutes. Des études ont montré que la pratique régulière du tai chi réduit de près de 50% le risque de chute dans les populations âgées. 50%. Sans ordonnance, sans risque d'ostéonécrose, sans fracture paradoxale, l'élimination des obstacles à domicile, l'installation de barres d'appui dans la salle de bain, la révision des médicaments qui causent des vertiges, un contrôle régulier de la vision, un apport suffisant en protéines et en vitamine D, tous ces éléments réduisent le risque de chute et donc de fracture, avec une efficacité documentée et sans effet secondaire. La vraie conversation à avoir avec votre médecin n'est pas simplement « quand est-ce que je commence les bisphosphonates ?» C'est peut-on évaluer ensemble mes vrais facteurs de risque de chute et quel est l'apport concret de ce traitement comparé à un programme de prévention active dans mon cas précis. Le cinquième examen est celui que la majorité des gens n'ont jamais envisagé comme potentiellement problématique. Et c'est peut-être le plus insidieux de tous, précisément parce qu'il semble tellement simple, tellement inoffensif. Une échographie. Des ultrasons. Pas de radiation, pas d'injection, pas de préparation. On pose une sonde sur votre cou et on regarde vos carotides. L'échographie des artères carotides chez les personnes sans symptômes neurologiques est officiellement déconseillée par les organismes de référence les plus rigoureux pour le dépistage systématique. La raison n'est pas que les rétrécissements carotidiens n'existent pas. La raison est que le traitement de ces rétrécissements chez des personnes asymptomatiques comporte un risque opératoire documenté de 2 à 3% de provoquer un accident vasculaire cérébral pendant ou immédiatement après l'intervention. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie concrètement. Vous entrez dans une salle d'opération parce qu'un examen a trouvé quelque chose dans votre artère, quelque chose que vous ne sentiez pas, quelque chose qui vivait peut-être là depuis des années sans jamais poser de problème. Et la procédure destinée à le corriger a 2 à 3 chances sur 100 de vous donner l'AVC qu'elle était censée prévenir. Chez les personnes âgées avec d'autres pathologies concomitantes, ce risque opératoire est encore plus élevé. Et la proportion de personnes de plus de 70 ans qui présentent un certain degré de rétrécissement carotidien sans aucun symptôme est considérable. Quand on cherche, on trouve.
Et quand on trouve, la logique médicale pousse à agir, même quand agir est plus dangereux que surveiller. Un accident vasculaire cérébral déclenché par une procédure chirurgicale n'est pas une abstraction statistique. C'est une paralysie. C'est une perte du langage. C'est une dépendance permanente. C'est la fin de la vie telle qu'on la vivait. Et cette possibilité mérite d'être nommée clairement avant qu'un médecin prescrive cet examen à quelqu'un qui se lève chaque matin sans le moindre signe neurologique. Ce que la recherche indique avec une cohérence remarquable, c'est que pour les personnes asymptomatiques, les vrais leviers de prévention des AVC sont la gestion de l'hypertension artérielle, le contrôle de la glycémie, l'arrêt du tabac, la prise en charge de la fibrillation auriculaire et l'activité physique régulière. Ces facteurs ont des données de réduction de risque bien plus solides et bien moins de potentiel de nuisance qu'une échographie carotidienne de routine qui vous projette peut-être vers une intervention chirurgicale dont vous n'aviez pas besoin. Si jamais vous ressentez un trouble neurologique, même fugace, même résolu en quelques minutes, une faiblesse d'un bras, une difficulté à parler, un voile visuel soudain, consultez immédiatement. Ces symptômes changent tout. Ils font de l'exploration carotidienne non seulement raisonnable, mais urgente. L'absence de symptômes, elle, est une information médicale à part entière. Elle mérite le respect, pas le contournement. Je vais maintenant vous donner quelque chose de concret, un outil de conversation à emporter dans votre prochain rendez-vous médical. 5 questions simples que vous pouvez mémoriser, noter dans votre téléphone ou glisser dans votre poche. La première, quel est le taux de faux positifs de cet examen pour des personnes de mon âge? Cette question signale immédiatement à votre médecin que vous comprenez que les examens ne sont pas infaillibles et qu'un résultat anormal n'est pas nécessairement une réalité clinique. La deuxième, si cet examen trouve quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes pour quelqu'un dans ma situation? Pas dans la situation d'un patient de 50 ans, dans la vôtre, avec votre corps, vos autres médicaments, votre état général. La troisième, quel est le risque lié à l'intervention la plus probable si un résultat anormal est trouvé? Cette question est celle que presque personne ne pose. Elle est aussi celle dont la réponse peut transformer entièrement votre décision. La quatrième, que se passe-t-il si nous choisissons de surveiller plutôt que d'intervenir? La surveillance active est une option médicale légitime. Elle n'est pas de la négligence, elle n'est pas du déni. C'est parfois la décision la plus sage qu'un médecin et un patient peuvent prendre ensemble. La cinquième, quelle est l'intervention non médicamenteuse et non invasive la plus efficace dans cette situation? Parce que pour la santé osseuse, pour la santé cardiaque, pour la prévention des AVC, les preuves montrent régulièrement que le mouvement, l'alimentation, le sommeil et la gestion du stress ont des effets comparables ou supérieurs à certaines interventions médicales, avec un profil de risque incomparablement plus favorable. Tout médecin digne de votre confiance accueillera ces questions avec respect. Si votre médecin réagit en vous faisant sentir difficile, cette réaction elle-même est une information précieuse sur cette relation de soins. La médecine préventive a été conçue pour des populations. Ces protocoles sont écrits pour le plus grand nombre. Mais vous n'êtes pas le plus grand nombre. Vous êtes une personne précise, avec votre histoire, vos antécédents, vos valeurs, et une définition de la bonne santé qui ne se résume peut-être pas à l'absence de découverte dans vos rapports d'imagerie. Votre définition de la bonne santé, c'est peut-être la capacité à jardiner le samedi matin, à monter dans un avion pour voir quelqu'un que vous aimez, à faire une promenade après le dîner sans douleur. Ces choses-là ne figurent dans aucun protocole de dépistage, et pourtant, c'est pour elles que vous vivez. Parfois, la décision médicale la plus difficile à prendre, celle qui demande de plus de sagesse clinique, est de dire à quelqu'un qui se sent bien qu'il a le droit de continuer à se sentir bien, sans déclencher une investigation dont le bilan pourrait être plus lourd que la menace qu'elle cherchait. Revenez à la personne à qui vous avez pensé au début, celle qui se levait sans douleur, celle qui avait des projets, un jardin, des gens à retrouver. Si cette personne c'était vous, vous savez maintenant ce qu'il aurait fallu demander avant que la machine ne s'emballe. Il n'est pas trop tard pour l'avoir, cette conversation. La prochaine fois que vous êtes assis en face d'un médecin qui vous tend une ordonnance d'examen, vous avez 5 questions dans votre poche. Utilisez-les. Non pas pour résister aux soins, pour y participer pleinement en tant que partenaire informé de votre propre vie. Parce que la meilleure médecine n'est pas celle qui en fait le plus, c'est celle qui fait exactement ce qu'il faut, pour vous, maintenant. Et cette médecine-là, vous avez pleinement le droit de l'exiger, à chaque rendez-vous, sans exception.